Paris, 3 janvier 2020. Un homme roule en scooter près de la Tour Eiffel. Il est livreur, père de 5 enfants. Il s'appelle Cédric Chouviat. Arrêté pour un simple contrôle routier, quelques minutes plus tard, il est au sol, plaqué ventre contre bitume, maintenu fermement par 3 policiers. En tendant l'oreille, on peut entendre sa voix, affaiblie, étouffée. 2 jours plus tard, Cédric décède à l'hôpital. La cause du décès est établie, asphyxie. Une affaire est ouverte, et comme souvent, c'est l'IGPN qui est chargé d'enquêter. La fameuse police des polices, une unité chargée de vérifier que les gardiens de la paix respectent eux aussi la loi. Dans cette vidéo, on va revenir sur l'affaire Cédric Chouviat, mais surtout, on va s'intéresser à cette institution méconnue, opaque et controversée, l'IGPN. Peut-elle vraiment faire la lumière sur ce genre d'affaires? Peut-on demander à la police d'enquêter sur elle-même? Et quelles conséquences peut-on en tirer pour la justice et pour nous tous? Il est environ 8 h du matin ce vendredi 3 janvier. Cédric Chouviat est en train de conduire son scooter. Il est arrêté à un feu rouge lorsqu'une patrouille de police passe à son niveau et lui fait signe de ranger son téléphone. Cédric se serait alors agacé et se serait montré agressif. Les policiers décident donc de procéder à un contrôle. Ayant l'impression de subir une injustice, Cédric ne se laisse pas faire. Il filme la scène avec son téléphone. Il est calme, mais semble tout de même agacé. Ah non, ça c'est là, alors. Mais vous savez même pas. Ne me touchez pas, s'il vous plaît. Ne me touchez pas, ne me touchez pas. L'échange dure quelques minutes et au moment où les policiers sont sur le point de s'en aller, Cédric les insulte de clown. Regardez-vous, mon dieu, clown. Tu crois que j'ai peur d'un mec comme toi? T'es obligé, tu fais le bon parce que t'as appelé un habit de police. C'est tout. Espèce de pauvre type, quoi. Pauvre type. Les policiers ne supportent pas ce manque de respect et se décident alors de le contrôler plus fermement. Et là, tout bascule. Il est saisi, plaqué au sol. 3 policiers lui maintiennent les bras, les jambes et le cou. La scène est rapide, violente. Sur une des vidéos, on entend Cédric crier cette fois « j'étouffe ». Puis plus rien. Il tombe inconscient. Transporté à l'hôpital, il est plongé dans le coma. Il mourra 2 jours plus tard. Le rapport d'autopsie est sans ambiguïté. Mort par asphyxie lente, provoquée par une compression du larynx. Autrement dit, un étranglement. Rapidement, la famille demande des comptes. Une plainte est déposée et l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, est saisie. Mais il faudra attendre plus de 6 mois pour que 3 des policiers soient mis en examen. À ce jour, aucun n'est jugé, aucun n'est suspendu. Alors que s'est-il passé entre janvier 2020 et aujourd'hui? Pourquoi l'enquête a-t-elle été si lente? En juin 2020, l'IGPN est saisie et une enquête est ouverte. Et assez vite, on constate que l'histoire racontée par les policiers paraît approximative. Et certains éléments semblent avoir, de manière délibérée ou non, omis du compte-rendu de l'intervention. Premièrement, la cause de toute cette histoire. Les policiers auraient surpris Cédric au téléphone au volant de son scooter. Cette version est démentie par la famille qui indiquera aux enquêteurs que le père de famille était en possession d'un kit main libre, intégré dans son casque pour téléphoner, et qu'il ne tenait donc pas son téléphone dans les mains au moment où les policiers auraient constaté l'infraction. D'ailleurs, on constate également sur une vidéo prise par la victime que les policiers semblent plutôt mettre en cause une plaque d'immatriculation illisible, l'accusant d'avoir volontairement masqué certaines parties pour la rendre indéchiffrable. C'est juste que vous avez mis de l'huile volontairement sur votre plaque pour la Ah non, dissimuler. ça c'est là, alors. Mais vous savez même pas. Ne me touchez pas, Bah, s'il vous filmez plaît. votre plaque, monsieur. Ne me touchez pas, ne me Votre touchez plaque. pas. Mon scooter est sale, ma plaque est sale, eh oui. Il y a de pleut. l'huile, Il y a pas d'huile, il y a pas d'huile, d'huile. il y a pas d'huile, c'est la saleté. C'est la pollution, monsieur, on est à Paris. La cause initiale de l'interpellation reste donc plutôt floue. Les policiers avaient ensuite déclaré que Cédric les avait insultés et qu'il se serait montré irrespectueux. Ici, cette version est corroborée par des témoins ainsi que la vidéo de la victime elle-même. Et les prochains extraits dont nous disposons sont des vidéos de Cédric maîtrisées au sol par les gardiens de la paix. En revanche, l'enquête révèle un détail important de l'altercation. La technique utilisée, un plaquage ventral combiné à une clé d'étranglement, connue pour être extrêmement dangereuse. Elle est interdite dans plusieurs pays, mais pas la France. Et cet événement ne figure pas dans le compte-rendu d'intervention. Plus accablant encore, alors que les policiers disaient avoir immédiatement secouru leur victime, une note de synthèse de l'IGPN estime que leur temps de réaction a été de l'ordre de 3 minutes. 3 longues minutes où Cédric est laissé inerte au sol sans aucune réaction. 4 policiers sont alors mis en garde à vue et sont confrontés à la bande-son provenant du téléphone de Cédric Chouviat, sur laquelle on entend répéter « j'étouffe » 7 fois de suite en quelques secondes. Les policiers ont alors bien évidemment contesté avoir perçu des signes manifestes de l'asphyxie de leur victime. Le principal concerné indique « si on avait entendu même une fois l'expression « j'étouffe », on se serait arrêté ». Il poursuit en affirmant avoir cru que Cédric Chouviat opposait une rébellion ininterrompue. L'avocat des policiers Laurent Franclinard précise également « si on s'oppose aux policiers, ils vont faire usage de la force. Et si on fait usage de violence à leur encontre, ils vont avoir raison.
Parce que c'est le principe démocratique. Force doit rester à la loi. Une déclaration qui fera bien évidemment polémique. On se retrouve alors en juillet 2020 et les policiers sont entendus par le juge d'instruction chargé de l'enquête. Et cette fois-ci, c'est seulement 3 policiers qui sont mis en examen pour homicide involontaire. La 4e policière qui avait filmé toute la scène est-elle placée sous le statut de témoin assisté. Il s'agit d'un statut juridique à mi-chemin entre le témoin et la personne mise en examen. En fait, un témoin assisté est une personne nommée dans une procédure pénale qui est suspectée d'avoir joué un rôle dans les faits, mais contre qui il n'existe pas suffisamment de charges pour la mettre en examen. Dans notre affaire, la policière en question a principalement filmé la scène avec son téléphone portable, sans pour autant participer activement à l'immobilisation de Cédric Chouviat. Les vidéos qu'elle a enregistrées ont d'ailleurs été utilisées comme élément de preuve dans l'enquête. Son implication directe dans les gestes qui ont conduit au décès étant moindre, les juges d'instruction ont estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de charges pour la mettre en examen, d'où son placement sous le statut de témoin assisté. Quoi qu'il en soit, l'avocat de la défense l'assure, les policiers bénéficieraient du soutien absolu de l'ensemble de la chaîne hiérarchique. Mais un rapport commandé par l'ex-ministre de l'Intérieur Christophe Castaner donne un tableau plus nuancé de la situation, observant que le plaquage ventral associé au point de pression sur la gorge ou le dos, mis en cause dans cette affaire, n'est plus enseigné dans les écoles de police. Il y a plusieurs caméras qui ont filmé cette scène et je n'ai pas ces images à disposition. Par contre, ce que je sais, c'est que le plaquage ventral, dont on a beaucoup parlé dans les médias, etc., n'existe pas techniquement. Ça n'est pas, et je l'ai déjà dit d'ailleurs, je crois même à ce micro avec vous, le plaquage ventral, c'est une technique qui n'est pas enseignée, qui n'existe pas. Quoi qu'il en soit, la famille de la victime se déclare soulagée par ces mises en examen, mais déplore qu'il ne soit pas poursuivi pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, fait passible de cour d'assises. Car oui, le choix des faits qui sont reprochés ne sont pas sans conséquences. Dans le cas d'un homicide involontaire, la juridiction responsable est le tribunal correctionnel, et les prévenus encourent jusqu'à maximum 5 ans d'emprisonnement, contre 15 ans maximum s'ils avaient été jugés pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Bon, mais alors quelle est la cause de la mort ? Eh bien en 2020, le premier avis médical donné à la famille fait état d'un décès par hypoxie, causé par un arrêt cardiaque consécutif à une privation d'oxygène. Les médecins relèvent également un état antérieur cardiovasculaire, ainsi qu'un taux de cholestérol trop élevé et un surpoids, même si les premiers éléments de l'autopsie montrent clairement que l'origine du malaise cardiaque était une asphyxie avec fracture du larynx à la suite d'un étranglement. L'avocat de la famille avait alors demandé une seconde expertise par crainte que les policiers contestent la première et forcent la famille à inhumer le corps. Alors on fait un gros bond dans le temps, presque 2 ans plus tard, jusqu'au 24 janvier 2022, car c'est à cette date qu'une seconde expertise médicale de synthèse ordonnée par le juge d'instruction confirme la responsabilité des 3 fonctionnaires. Et les conclusions sont sans débat possible. La cause du décès est une association simultanée de plusieurs facteurs, découlant des gestes d'interpellation ayant abouti à une privation très rapide d'oxygène au cerveau. En accord avec la première expertise rendue en août 2020, l'expertise de synthèse considère comme peu probable le rôle joué par l'état cardiovasculaire antérieur de M. Chouviat dans son décès, confirmant une mort par asphyxie avec fracture du larynx suite aux actions des policiers. Mais c'est de loin pas la révélation qui va faire le plus de bruit dans cette enquête en ce mois de janvier 2022. Hier, Libération a également publié une vidéo des dernières secondes de vie de Cédric Chouviat. Les policiers savaient-ils ce qu'ils faisaient? C'est le téléphone de Cédric Chouviat qui filmait. Difficile d'imaginer en tout cas qu'il n'ait pas entendu les mots « j'étouffe » répétés à 9 reprises. Jusque-là non connue du grand public, la vidéo réalisée par la victime avec son téléphone est révélée par le quotidien Libération. On y voit et on entend l'homme plaqué au sol par les policiers qui répète 7 fois « j'étouffe ». Sur la vidéo, la voix de la victime répétant qu'elle ne peut plus respirer peut être entendue très distinctement, alors que les policiers mis en cause avaient jusque-là affirmé depuis le début que le bruit de la circulation la couvrait. Suite à la diffusion de ces vidéos, la famille estime que les policiers n'ont pas réagi assez vite aux signes manifestes d'asphyxie, et demande une requalification des faits en violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner ou en homicide, des crimes qui, comme on le disait tout à l'heure, seraient passibles cette fois-ci d'un jugement en cour d'assises. En janvier 2023, soit près d'1 an plus tard, une reconstitution est alors organisée à l'endroit exact de la mort de Cédric Chouviat, qui est Jacques Chirac à 100 mètres de la Tour Eiffel, afin de déterminer si, oui ou non, les policiers étaient en mesure d'entendre ces cris d'agonie. La scène s'est déroulée en présence de magistrats, de membres de la famille du livreur et de 2 autres avocats, maître Vincent Brengart et maître Arié Halimi, mais sans les policiers mis en cause. Pour les besoins de la remise en situation qui a duré 1h30, maître Halimi a donc enfilé le casque qui appartenait à Cédric Chouviat et s'est allongé à terre. Et pour le père de la victime, à l'issue de cette reconstitution, il n'y a plus de doute. 2 des policiers ont forcément entendu Cédric dire « j'étouffe » à plusieurs reprises. Et pour les avocats, le fait de ne pas avoir relâché la prise à ce moment-là devrait forcément entraîner une requalification criminelle. Une autre remise en situation est également réalisée avant l'été 2023, cette fois-ci pour se pencher sur les gestes des policiers et leurs potentielles conséquences sur la vie de Cédric Chouviat. Et
Et les conclusions de cette reconstitution, associées aux expertises médicales, ont conduit les juges d'instruction à estimer que les actions des policiers étaient non adaptées, négligentes et imprudentes. On avance à nouveau de 2 ans, et nous sommes cette fois-ci en janvier 2025, puisque le parquet a tranché. Les policiers, pourtant formés au repérage de signaux d'alerte, ont poursuivi leur action sans percevoir ni tenter de comprendre ce qui pouvait s'apparenter à la manifestation de signes de détresse. Pour les avocats de la famille, un procès s'impose, mais pas tel qu'il est requis par le parquet, puisque l'affaire est renvoyée définitivement devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Et Maître Halimi alerte, si le juge retient la qualification d'homicide involontaire, le risque de relax est très important. Alors on est en droit de se poser la question, est-ce que l'IGPN a vraiment fait son travail correctement? Pour le comprendre, il faut remonter à la manière dont cette institution fonctionne. L'IGPN, c'est cette institution que l'on surnomme souvent la police des polices. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'IGPN ne dépend pas de la justice. Elle dépend du ministère de l'Intérieur, autrement dit de la même maison que la police. Et ses membres sont dans l'immense majorité des cas, eux-mêmes des policiers. Ce sont des commissaires, des officiers, des agents formés pour enquêter, mais pas forcément des indépendants. Et c'est là que commencent les critiques. L'IGPN a 2 missions principales. La première, un rôle d'audit, c'est-à-dire que les agents de l'IGPN doivent s'assurer du bon fonctionnement des commissariats et vérifier que les procédures sont respectées correctement, par exemple pour le stockage des armes ou l'accueil du public. Si des dysfonctionnements sont détectés, alors des pistes d'amélioration sont proposées. Ces contrôles peuvent être aléatoires et permettent de s'assurer du bon fonctionnement de la police de manière générale. Et puis autre mission, enquêter sur les manquements des agents de police. Violence, abus d'autorité, corruption, usage excessif de la force. Dès qu'un policier est soupçonné d'une faute grave, l'IGPN peut être saisi. Ici, il s'agit de s'assurer que les policiers en tant qu'individus respectent bien les lois, ainsi que les règlements et codes de déontologie. Et c'est là que ça commence un peu à se compliquer. Lorsque l'IGPN est saisi pour enquêter sur un abus, 2 types d'enquêtes différentes peuvent être ouvertes. Une enquête administrative et une enquête judiciaire. Pour les enquêtes judiciaires, ces dernières peuvent être ouvertes soit directement par un procureur, un juge d'instruction ou un magistrat, soit également par un signalement d'un citoyen lambda en signalant les faits sur une plateforme en ligne. Ces enquêtes sont ouvertes lorsqu'un policier porte atteinte aux citoyens, par exemple pour injure raciale ou usage disproportionné de la violence, comme dans notre affaire. Et comme je vous le disais, il existe un autre type d'enquête. Il s'agit des enquêtes administratives. Cette fois-ci, les enquêtes doivent être ouvertes soit par le ministère de l'Intérieur, soit par la Direction générale de la police nationale, soit par la Direction générale de la sécurité intérieure ou par le préfet de police. Ici, ces affaires sont ouvertes quand le policier porte atteinte à l'institution et à la profession. Ça peut être le cas si un policier ment sur ses horaires de travail, ou si par exemple un policier vole des sachets de cocaïne, comme ça avait été le cas en 2014 au 36 quai des Orfèvres, lorsque 52 kg de drogue avaient été dérobés. Alors évidemment, souvent si une enquête judiciaire est ouverte, une enquête administrative l'est aussi. Et l'IGPN peut être saisi également si des infractions sont commises dans la vie privée des policiers. Par exemple si l'un d'eux bat sa femme. C'est d'ailleurs historiquement pour surveiller la vie privée des gardiens de la paix et s'assurer qu'ils soient irréprochables dans leur vie privée que l'IGPN a été fondée au 19e siècle. En théorie donc, tout le monde peut porter plainte contre un agent de police. En pratique, la procédure est longue, technique et souvent infructueuse. Dans l'immense majorité des cas, les plaintes reçues par l'IGPN aboutissent à un classement sans suite. Et ce, même dans des affaires où des vidéos, des témoins et des preuves matérielles existent. Alors l'IGPN fait-elle mal son travail ? Depuis plusieurs années, de nombreuses voix dénoncent le fonctionnement opaque de l'IGPN. Associations de défense des droits humains, familles de victimes, avocats, magistrats, tous pointent un même problème, un manque d'indépendance. En 2019, l'ONU elle-même a alerté la France sur les violences policières et sur l'insuffisante transparence des enquêtes internes. À chaque nouvelle affaire, une enquête de la police des polices est ouverte, mais rares sont celles qui aboutissent à de véritables condamnations. Entre 2017 et 2021, plus de 6000 signalements ont été déposés. Moins de 200 sanctions lourdes ont été prises, et moins de 20 condamnations pénales. Est-ce parce que la majorité des policiers font bien leur travail ? C'est possible. Mais est-ce aussi parce qu'une structure interne a du mal à condamner ses propres agents ? C'est aussi une possibilité, et c'est là tout l'enjeu. Car si la justice doit être aveugle, l'IGPN, elle, semble parfois regarder ailleurs. Il faut tout de même nuancer mon propos. Il est important de rappeler que l'IGPN n'a pas pour rôle de juger, mais de mettre la lumière sur les faits qui sont reprochés. Elle ne fait qu'enquêter. Les conclusions rendues ne font d'ailleurs pas office de condamnation, et ces dernières sont parfois même ignorées, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. La responsabilité du jugement incombe au juge d'instruction pour une enquête judiciaire, ce qui peut mener à des condamnations avec des peines de prison ou des amendes. Et dans le cas d'une enquête administrative, il s'agit des supérieurs hiérarchiques qui peuvent décider de sanctions disciplinaires à l'encontre du prévenu. Pour finir, je pense qu'il est important de souligner une chose. Les agents de l'IGPN terrifient les policiers, qui leur vouent une animosité assez importante. Les enquêteurs de l'IGPN sont généralement des enquêteurs chevronnés et respectés, qui n'hésitent pas à cuisiner leurs collègues pendant des heures et des heures pour obtenir la vérité, ce qui leur a valu leur surnom de bœuf-carotte. Bon, mais alors, que devient l'affaire Cédric Chouviat ? Et que dit un avocat face à ce système judiciaire si complexe, si lent, si verrouillé ?
pour comprendre ce qui se joue réellement derrière les enquêtes de l'IGPN, nous avons rencontré un avocat pénaliste afin de lui poser quelques questions. Il suit de près plusieurs affaires criminelles, connaît les rouages du système judiciaire français et a déjà eu affaire à l'IGPN dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Bonjour maître, merci de nous accorder un peu de votre temps pour répondre à ces questions. La première est la suivante. L'IGPN est-elle un organe réellement indépendant selon vous? Peut-elle enquêter de manière objective sur ses propres collègues? Alors je pense qu'effectivement l'IGPN est un organe qui est parfaitement indépendant et que les policiers qui travaillent pour l'IGPN ont une haute estime et une juste estime de la fonction de policier et ne supportent pas les dérives que peuvent avoir probablement certains fonctionnaires de police. Et dans une affaire comme celle de Cédric Chouviat, qu'est-ce qui rend l'enquête si lente? Pourquoi des mois, voire des années avant une décision de justice? Il y a plusieurs choses qui peuvent rendre une enquête longue. D'abord, la complexité de l'affaire, le fait également que beaucoup d'investigations doivent être réalisées par un juge d'instruction, des investigations techniques, des auditions de témoins, des rapports d'expertise, soit techniques, soit médicaux. Ce qui peut rendre également une justice un peu plus lente et surtout actuellement, c'est le fait que les cabinets d'instruction sont souvent surchargés de dossiers, ce qui fait qu'on ne peut pas se concentrer H24 sur un dossier lorsqu'on est juge d'instruction. Et puis il peut arriver aussi dans certains cas des considérations un peu politico-judiciaires qui font que parfois certains juges d'instruction ont tendance à laisser un petit peu traîner certains dossiers et évitent que les dossiers ne sortent le plus vite possible. Dans ces cas-là, dans une affaire comme celle de Cédric Chouviat, quelles sont les marges de manœuvre d'un avocat? Peut-on vraiment espérer une justice équitable? La marge de manœuvre d'un avocat dans une affaire du type de celle de Cédric Chouviat est à peu près la même que la marge de manœuvre d'un avocat dans n'importe quel type d'affaire, c'est-à-dire que le code de procédure pénale énumère un certain nombre de droits ou de pouvoirs que peut avoir un avocat devant un juge d'instruction, c'est-à-dire qu'il peut demander un certain nombre d'actes au juge d'instruction, mais le pouvoir d'un avocat lors d'une procédure d'instruction est limité. C'est pas un pouvoir décisionnel bien évidemment, c'est un pouvoir de proposition. C'est l'avocat qui va proposer des investigations au juge d'instruction s'il estime qu'elles n'ont pas été réalisées, et bien évidemment c'est le magistrat instructeur qui va approuver ou désapprouver la proposition faite par l'avocat, avec en point de mire une notion qui est systématiquement retenue, c'est la vérité judiciaire bien évidemment. De la même manière, sur la question de savoir si on peut espérer une justice équitable, la justice fait toujours des heureux et des malheureux, quel que soit le délibéré, le verdict ou la décision qui est rendue. La notion de justice équitable est par définition une justice parfaitement subjective et il est rare, voire quasiment impossible de trouver des décisions de justice qui soient véritablement équitables pour tous. Et donc, qu'est-ce que vous dites aux familles des victimes? Comment est-ce qu'on explique cette lenteur, cette impression d'impunité? Il est parfaitement compréhensible que les victimes ou les familles des victimes soient impatientes que justice ne passe. Pour nous, les avocats, lorsque le dossier a tendance tout doucement à s'enterrer et que des investigations ne sont pas forcément réalisées, que plusieurs mois voire plusieurs années ne se passent sans qu'une décision soit intervenue, c'est très compliqué de faire comprendre aux familles des victimes que malheureusement nous n'y pouvons rien, nous faisons en sorte que le système aille de plus en plus vite, mais que nous sommes confrontés à des contraintes que subissent les juges dans leur travail. La justice est pauvre et les moyens qui sont mis à sa disposition le sont également. Dans ces conditions-là, il ne peut pas y avoir une justice rapide et une justice équitable pour tous. C'est pas pour autant que si le fait que la justice est lente, il y a nécessairement un sentiment d'impunité. Systématiquement, lorsque les faits sont avérés, que les investigations sont parfaitement menées, ça peut déboucher évidemment sur un procès avec une peine qui sera prononcée. Toute la difficulté, et c'est encore une notion parfaitement subjective, réside dans la question de savoir si la peine qui a été prononcée contre l'individu auteur de faits délictueux, voire criminels, est une peine suffisante aux yeux des victimes. Très souvent, et ça nous le rencontrons assez régulièrement, nous les avocats pénalistes, les familles des victimes sont déçues par les peines qui sont prononcées par les juridictions. Ce qui est compréhensible d'un point de vue de la morale et d'un point de vue humain parfois, ça l'est beaucoup moins lorsque l'on analyse le prononcé de la peine au regard de différentes considérations juridiques et au regard de différentes considérations de personnalité
de la part de la personne qui est poursuivie, étant précisé qu'une peine, lorsqu'elle est prononcée, doit tenir compte non seulement de la gravité des faits qui ont été commis, mais également de la personnalité de son auteur et des éventuelles possibilités de réinsertion sociale. Une peine ne doit pas être une mise à mort, une peine doit être une sanction qui tend justement à la réinsertion pour éviter la récidive. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression que les familles des victimes ne comprennent pas tout ça, ce qui est finalement compréhensible, puisqu'elles ne raisonnent que par l'affect et non pas par un raisonnement juridique comme nous pouvons le faire. Pour finir, est-ce que vous pensez que ce système peut évoluer? Et si oui, comment? Le système pourrait éventuellement évoluer à la condition qu'il en ait les moyens, c'est-à-dire que l'État puisse octroyer des moyens supplémentaires et largement suffisants à la justice, de manière à recruter plus de magistrats et plus de greffiers qui sont les auxiliaires de justice principaux en la matière. Plus de magistrats et plus de greffiers impliqueront nécessairement un traitement plus rapide des dossiers. De la même manière, rendre plus équitable la justice, encore une fois, c'est ce que j'ai dit précédemment. La question d'une justice équitable est une question qui est encore une fois subjective. Elle sera équitable pour certains, elle ne sera pas équitable pour d'autres. Je crois que cette question restera à jamais en suspens. Il n'en demeure pas moins que, et je reviens à mon propos initial, en accordant plus de crédit à la justice, peut-être que la justice sera plus crédible aux yeux des justiciables. Depuis la mort de Cédric Chouviat, sa famille mène un combat judiciaire et médiatique sans relâche. Sa fille, ses avocats, ses proches, tous réclament une seule chose, un procès et des sanctions. Au centre des revendications, l'interdiction d'une technique d'intervention controversée, le plaquage ventral. Cette technique consiste à maintenir une personne face au sol, souvent avec un poids exercé sur son dos. Elle est couramment utilisée malgré son indéniable dangerosité. En position ventrale, surtout si le cou ou le thorax sont comprimés, les mouvements respiratoires deviennent difficiles, et cela peut provoquer une asphyxie lente, précisément ce qui a coûté la vie à Cédric Chouviat. Et pourtant, le lien entre cette technique et plusieurs morts violentes en garde à vue est documenté depuis des années. Pour les syndicats de police comme Alliance ou l'UNSA, l'argument est que le plaquage ventral ne pose pas de risque s'il est utilisé pendant quelques secondes seulement, le temps de menotter une personne. Attention, il y a un élément très très important qu'il ne faut pas oublier de noter. L'immobilisation au sol est momentanée. Dès que les menottes sont refermées sur les poignets de l'individu qu'on a interpellé, il est assis et relevé. Il n'est pas question de le laisser en fait en position ventrale au sol. Mais dans le cas de Cédric Chouviat, les expertises judiciaires et vidéo montrent que l'homme a été maintenu au sol pendant des dizaines de secondes et qu'il a répété 7 fois « j'étouffe », sans aucun relâchement des policiers. Et l'idée qu'un plaquage serait inoffensif s'il dure moins de X secondes n'a aucun fondement médical. Le danger ne dépend pas d'une durée arbitraire, mais du contexte, de la personne, de son état physique et de la façon dont la technique est exécutée. Le professeur Raphaël Kempf, spécialiste du droit pénal, rappelle d'ailleurs que le danger est immédiat dès qu'on exerce une pression sur le thorax. Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur au moment de la mort de Cédric Chouviat, avait déclaré que le plaquage ventral n'était pas enseigné dans les écoles de police. Mais en réalité, c'est plus nuancé. Cette technique n'est pas enseignée en gendarmerie, mais elle l'est bien en école de police selon plusieurs formateurs interrogés par Le Monde. Aux États-Unis, le plaquage ventral est interdit dans plusieurs États depuis l'affaire George Floyd. En Allemagne, la pratique est strictement encadrée. En France, elle est toujours autorisée. D'ailleurs, l'ONU et plusieurs ONG ont alerté la France à plusieurs reprises sur les dangers de cette pratique. Depuis 2008, le défenseur des droits et plusieurs rapports parlementaires rappellent que la pression sur le thorax ou l'abdomen est formellement interdite dans les procédures d'interpellation. La France a même été plusieurs fois condamnée par la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. En 2017, la France a été condamnée pour avoir causé la mort d'un homme via ce type de plaquage. Elle soulignait la disproportion de l'usage de la force et l'insuffisance des précautions prises pendant l'immobilisation dans l'affaire Boukrorou. Alors de nombreuses associations se sont mobilisées, organisant des marches, publiant des tribunes et appelant à une réforme des contrôles policiers. Même si toutes les revendications n'ont pas été entendues, comme en janvier 2020 lorsqu'une proposition de loi visant à interdire les techniques d'immobilisation létale dont le plaquage ventral, présentée par le député François Ruffin, avait été rejetée en commission des lois, d'autres ont été prises en compte. À la suite de cette affaire, Christophe Castaner reconnaît qu'il faut mieux former les personnes responsables du maintien de l'ordre. Une mauvaise formation entraîne forcément des gestes dangereux. Il annonce alors la fin immédiate de l'enseignement et de la pratique des techniques dites d'étranglement dans les écoles de police. Cette décision faisait suite à des rapports soulignant les dangers de ces méthodes. Un groupe de travail avait donc été mis en place pour définir des techniques alternatives d'interpellation. Enfin, le ministre a également lancé un chantier d'uniformisation des formations entre gendarmerie et police. J'ai également demandé
à ce que police et gendarmerie unifient leurs enseignements et leurs méthodes d'interpellation. Il existait encore quelques différences, elles n'ont plus lieu d'être. Enfin, j'ai souhaité qu'un effort particulier soit mené concernant la formation continue des policiers et des gendarmes sur le terrain. Les gestes techniques ne doivent pas s'oublier. Policiers et gendarmes devront désormais obligatoirement suivre une formation annuelle, sans quoi ils ne pourront plus intervenir sur la voie publique. Plus de 4 ans après les faits, l'affaire Chouvia est toujours en attente de procès. 3 policiers ont été mis en examen pour homicide involontaire, mais n'ont jamais été suspendus, l'un d'eux a même été promu. L'information judiciaire suit son cours, le parquet a requis un procès, mais la décision finale revient au juge d'instruction. L'IGPN de son côté a terminé son enquête administrative. Ses conclusions restent floues et aucune sanction interne n'a été rendue publique. Alors où en est-on dans la procédure? Premièrement, l'instruction judiciaire. Il s'agit de la période durant laquelle les juges d'instruction ont mené leur enquête. À la fin, ils rendent une ordonnance de renvoi pour décider s'il y a assez d'éléments pour juger les policiers. Dans notre cas, cette ordonnance a été réalisée en décembre 2024. Sauf que maintenant, 2 policiers ont fait appel de cette ordonnance. Les policiers ne sont pas encore jugés, ils contestent le fait même d'être renvoyés en procès, donc ils interjettent l'appel devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel. Cet appel vise à faire annuler le renvoi et éviter un procès. En revanche, si l'appel est rejeté, le procès correctionnel pourra avoir lieu menant soit à un non-lieu, soit encore à des années de procédure. Le procès est prévu pour 2025, sans qu'aucune date précise n'ait encore été fixée. De leur côté, les avocats de la famille envisagent de formuler une nouvelle observation pour tenter d'obtenir une requalification des faits. Point essentiel pour faire passer le dossier en cour d'assises. Ces observations sont des contributions écrites que les avocats peuvent soumettre au juge, pour influencer l'interprétation juridique des faits en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, au lieu de homicide involontaire. Ce qui impliquerait un changement de tribunal, les policiers seraient jugés aux assises, une juridiction plus lourde avec un jury populaire. Ils seraient alors exposés à des peines potentiellement plus sévères ainsi qu'une reconnaissance plus forte de la gravité de leurs gestes. Mais bon, il est important de rappeler que ce genre de demande est rarement accepté à ce stade, surtout après une ordonnance de renvoi déjà établie. Cédric Chouvia est mort en janvier 2020. Sa famille attend toujours un procès. Ses enfants ont grandi sans réponse. Et ces mots « j'étouffe » sont devenus un cri que d'autres ont repris, ailleurs, dans d'autres affaires, d'autres pays. Car ce n'est pas qu'une histoire française. La question de l'impunité policière, de la responsabilité, de la transparence traverse toutes les démocraties. Ce qui s'est passé ce matin-là à Paris, dans l'indifférence d'un contrôle routier, aurait pu arriver ailleurs, à d'autres, à vous, à moi. Et face à cela, les mobilisations et les appels au changement entraînent parfois des prises de conscience, même si ces dernières arrivent toujours trop tard. Alors peut-on vraiment demander à la police d'enquêter sur elle-même? Et surtout, combien de temps faudra-t-il encore attendre pour que les familles aient enfin une réponse? Si ce sujet vous a touché, vous a fait réfléchir ou vous a interpellé, je vous invite à réagir en commentaire. Ce genre d'affaires mérite d'être discuté et surtout de ne pas être oublié. Pensez à partager cette vidéo si elle vous a appris quelque chose. Moi je vous souhaite une bonne journée. Bisous l'équipe.